Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir pour vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme et je vais commencer ce podcast directement par m'excuser. Ouais, je m'excuse. Je m'excuse parce que le podcast a été publié avec un jour de retard. Je devais le poster mercredi, mais malheureusement ça sera jeudi. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu des petits problèmes en Égypte. Du coup, j'ai pas pu l'enregistrer là-bas. Et donc, je suis revenu hier soir. Et aujourd'hui, il est 9h30 du matin. Donc, j'enregistre très tôt ce podcast pour essayer de le publier le plus rapidement possible. Donc, je m'excuse. Et ça me permet aussi de faire un petit parallèle, mais cet épisode-là, c'est le 30e épisode. Déjà, c'est ouf. 30 épisodes, franchement, c'est passé très très vite. Franchement, ça me fait plaisir. J'ai des retours sur Insta par rapport au podcast et tout. Ça me fait hyper plaisir. J'ai beaucoup de demandes, de conseils, etc. Et franchement, ça me fait hyper plaisir de vous aider. Donc n'hésitez pas à continuer. Envoyez-moi vos questions. Et puis, si elles sont percutantes, etc., je les ferai passer dans les questions de la semaine du podcast. Mais voilà, ouais, 30 épisodes. Attends, je me souviens encore du premier épisode que j'ai enregistré. c'est, c'est ouf. Ouais, 30 épisodes, franchement, ça me fait plaisir. Bon, ça c'était la petite intro du podcast. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Franchement, moi, je reviens avec la pêche. Ah, je suis parti en Égypte, soleil, plage, excursion, etc. Franchement, un plaisir, un plaisir. Et du coup, ça me permet aussi de vous parler d'un truc là, mais vous savez, j'ai dû faire un test Covid pour aller en Égypte et pour revenir, j'ai dû aussi faire un test Covid. Et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous la refaire, mais ouais, les amis, j'ai rigolé en Égypte. J'ai fait un test Covid. Tu m'étonnes que c'est pas un pays à risque, etc. Parce que, en fait, comment ils te font le test Covid? C'est comme en France. C'est un petit égouvillon qui te met dans le nez. Mais tu vois, en France, ils vont bien profond. Tu vois, tu ressors de là, t'en pleurs. Bah, en Égypte, ils m'ont mis l'écouvillon ici, à l'entrée de la narine. Il a tourné une fois. Et alors, franchement, je sais pas du tout ce qu'il va analyser. Mais je pense pas que ce soit le coronavirus. Mais bon, je suis en France, tout va bien. Euh, on est reparti pour de nouvelles aventures. Et puis voilà. Donc, franchement, j'ai passé des vacances très agréables. Soleil, franchement, ça m'a ressourcé. Et du coup, j'ai la pêche là. Mais la semaine prochaine, on va charbonner à fond. Franchement, j'ai prévu une bonne quinzaine de visites sur la semaine en espérant que, je vous avais dit, hein, j'avais sélectionné des biens qui étaient déjà sur le papier hyper intéressants. Maintenant, on verra si en visite, ils sont toujours intéressants. On est chaud. Franchement, je pense que là, on va faire du sale. Donc voilà, ça c'était les petites infos perso, les amis. On va passer directement à l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, elle commence directement avec les... on en parle, hein, ça fait maintenant peut-être 10, 15 épisodes qu'on en parle, mais le confinement, encore et toujours, comme des irréductibles gaulois. Voilà, les confinements, avec ces confinements sans cesse, etc., bah, le nombre de Français qui veulent déménager explose. 25% des Français entendent bien déménager en 2021. C'est 10 points de plus par rapport à 2020. En très forte majorité, on a les habitants d'Île-de-France qui sont nombreux à vouloir déménager. Pas nécessairement juste à cause des confinements, etc., mais ils veulent plus aller vers des endroits plus verts, aller dans des endroits où il y a des meilleures écoles, où il y a des commerces, etc., plus accessibles, etc., etc. Ensuite, on a encore une fois, avec tous ces confinements, on a les studios à Paris qui commence légèrement à baisser, hein. Je ne vais pas affoler tout le monde, mais on a quand même une petite baisse au niveau des loyers sur les studios. Dans la capitale, la demande des étudiants pour les studios a baissé.
tandis que l'offre pour ce type de logement augmentait. Donc on voyait qu'il y avait de plus en plus de studios sur le marché, mais on voyait que la demande, confinement, etc., la demande a baissé. Et donc, à partir de mi-mars, les loyers parisiens qui étaient avant à 864 euros, on voit qu'il y a un petit recul de 1,93% pour être précis par rapport à janvier dernier. Donc maintenant, ils sont à 800, autant pour moi, ils étaient à 881 euros avant, et là, on tourne aux alentours de 864. Bon, je vous rassure, hein, s'il y a des personnes qui font du studio sur Paris, euh, on est rarement dans ce type de fourchette, hein, parce que on cherche à faire du haut de gamme, quelque chose de classe, à avoir des locataires pour de longue durée, des locataires qui sont de bonne qualité, etc., qui recherchent pas nécessairement, qui sont pas nécessairement fixés sur le prix. Voilà, ils recherchent de la qualité. Donc, si vous êtes un propriétaire qui fait de la qualité, normalement, vous ne devrez pas trop être impacté par ce type de fluctuation. Voilà. On continue les actualités immobilières de la semaine. Depuis le début de l'année, le prix des maisons anciennes s'envole. Alors pour l'heure, il faut savoir qu'il n'y a presque rien qui fait freiner la hausse constante depuis la hausse des prix constante depuis le printemps 2020. Ni la crise sanitaire, ni les confinements répétitions, ni tout ce qui est conséquences économiques autour de ça, hein, à savoir par exemple les licenciements, les personnes le taux de chômage qui explose, etc., ni le resserrement à l'accès du crédit. Et ça, c'est dingue, hein, ça fait plusieurs fois que cette information remonte, où je vous dis que moi-même, je suis assez surpris de ça, parce que pour moi, crise, automatiquement, on allait sur une baisse des prix. Bon, euh, ça me fait mentir parce que en fait depuis le confinement, depuis le début de cette crise sanitaire, il n'y a rien qui a fait freiner la hausse des prix. Donc en espérant que bientôt ça va aussi jouer en notre faveur, hein, que les prix de l'immobilier va commencer à baisser, etc. Parce que quand le prix de l'immobilier baisse, c'est là où on peut faire les meilleures affaires. Après, automatiquement, les prix vont remonter et ça sera l'heure des plus-values, etc., etc. Mais pour l'instant, le prix des maisons anciennes, le prix de l'immobilier ancien s'envole. On n'est toujours pas dans la meilleure période pour acheter, mais il y a toujours des bonnes affaires. Les affaires, elles se trouvent, hein, ça va, ça vient, etc. C'est en fonction d'eux. Vous pouvez tomber, vous voyez, par exemple, moi je vous disais, hein, depuis le début d'année, j'étais en recherche active et il n'y avait rien sur mon marché. Rien du tout. Et par contre, là, juste avant que je parte en vacances, il y a eu une flopée de biens qui étaient hyper intéressants qui sont tombés sur le marché. Et ben voilà, les bonnes affaires, ça va, ça vient. Donc voilà les amis, donc le prix de l'ancien continue de s'envoler. Jusque quand? Bonne question. Là, on va continuer le feuilleton de la loi climat. Vous savez, ça fait maintenant un bout de temps que je vous en parle. Alors, on a l'actualité immobilière, c'est Pompili. Alors, Pompili, c'est le ministre de la Transition écologique. Donc, Pompili propose d'interdire de louer certaines passoires thermiques dès 2025 plutôt qu'en 2028. Le ministre de la Transition écologique va avancer à 2025 l'interdiction de louer des logements qui sont classés G au titre du DPE, hein, donc du diagnostic de performance énergétique. Bon, c'est un peu, c'est un peu les feux de l'amour. C'est un peu les feux de l'amour. C'est un truc qui toutes les semaines, euh, il y a des nouvelles propositions, etc. Bon, en soi, c'est pas plus mal dès 2025. De toute façon, les amis, je vous disais, hein, mais les passoires thermiques, si vous faites de la qualité, etc., etc., normalement, vous n'êtes pas concerné. C'est même, vous ne devriez être pas concerné du tout par ça. Parce qu'une passoire thermique, je suis désolé, mais c'est encore du simple vitrage, il n'y a pas d'isolation, etc., etc. Donc non, on n'est pas des marchands de tapis. On loue des logements de qualité, rénovés, avec
des bons diagnostics thermiques, énergétiques. Donc si toi tu es concerné, si tu te sens un peu menacé par ça, remets-toi en question. Remets-toi en question, il faut faire quelque chose. C'est-à-dire que si tu es impacté par ça, ça te fait peur, et mec, allez, fais des rénovations, rénove tes logements, ça te permettra de payer moins d'impôts dans le futur, etc. Mais tu ne dois pas être concerné par ça. Non, voilà. Et on continue, toujours sur la loi climat, le gouvernement va créer des accompagnateurs rénovation. Moi je trouve que c'est une bonne idée, tout simplement parce que il y a énormément d'aides qui peuvent être accessibles à des propriétaires bailleurs ou à des propriétaires tout simples de leur RP. Mais il y en a tellement que ça devient la cohue, ça devient franchement, on s'en sort pas. On s'en sort pas, il y a tellement d'offres, il y a tellement d'aides que on commence à ne plus comprendre où aller, quoi faire, à quoi on est éligible, etc. etc. Donc moi je trouve ça, créer des accompagnateurs rénovation, je trouve ça sympa. Donc c'est un dispositif qui a pour but d'aider de A à Z certains ménages dans leur procédure de réalisation de travaux d'isolation de leur logement, etc., etc. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Accompagnateur rénovation, c'est une bonne idée, je valide. Gros pouce. Bon voilà les amis, ça c'était les actualités immobilières de la semaine. On va passer tout de suite aux questions de la semaine. Alors questions de la semaine, c'est des questions qui me reviennent assez souvent également. On va commencer tout de suite par la première question, j'en ai sélectionné deux. C'est le passage du nu en meublé. Bon, il y a beaucoup de questions qui me reviennent comme ça, c'est oui, bon Anthony, comment je peux faire? J'ai acheté un logement qui est en nu avec un locataire, mais j'aimerais le basculer en meublé, etc., etc. Alors je vais vous donner le cadre légal, normalement. Donc le passage en meublé, il doit être fait lors du départ d'un locataire ou dans le cas d'un renouvellement de bail. Le bailleur peut s'entendre avec son locataire pour que celui-ci, en gros, il accepte de basculer en meublé. C'est-à-dire que, en gros, imaginons, tu pars sur un bail classique de 3 ans. Au bout des 3 ans, tu t'entends avec ton locataire et puis tu lui proposes de basculer en meublé. Tu lui expliques un peu, il faut être honnête, après, il faut être honnête, il faut lui expliquer, bon bah, je veux basculer en meublé, c'est parce que au niveau des impôts, je me fais assassiner, etc. Il y a des avantages pour vous, il y a des avantages pour moi, tu mets en avant le fait qu'il peut quitter son logement sous 1 mois, etc. etc. Et s'il accepte, bah c'est tant mieux. Tu peux basculer, tu bascules en meublé et puis basta. Maintenant, si ton locataire refuse, sache que tu devras attendre le départ volontaire de ton locataire et tu ne peux pas contraindre ton locataire à changer de bail. C'est-à-dire que ton locataire te dit ah non, moi je reste en nu, je suis très bien en nu, je suis très bien avec mon bail actuellement, et ben là tu l'as dans le baba. Tu l'as dans le baba. Donc tu vas devoir attendre le départ volontaire. Malheureusement. Malheureusement. Bon, après, il y a quand même une autre solution qui est pas, c'est pas, on va dire, c'est pas la solution légale sur le papier. Enfin, c'est pas la solution ultime. C'est pas illégal, mais c'est un petit, tu vois, un petit passage sur le côté. Hein, on fait un petit flip-flap. Moi, la solution, c'est que j'ai déjà fait et que j'ai déjà utilisé. C'est voilà, j'ai acheté un logement qui était loué en nu, donc avec un bail nu. Je suis parti voir mes locataires et puis je leur ai expliqué la vérité. Je leur ai dit voilà, bon écoutez, je vous donne la situation. Vous êtes sur un bail nu, ce qui m'engage à rester à faire du revenu. Bon, tu leur expliques grossièrement, d'accord? Tu vas pas leur faire un cours de fiscalité. Mais en gros, tu lui expliques grossièrement. Tu lui dis voilà, moi avec ce bail-là, je suis obligé de déclarer ça, etc. Je me fais assassiner par les impôts, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est que on change de bail
tu lui expliques les avantages, il peut quitter sur un mois, etc., etc. Et puis, tu lui proposes, donc tu lui expliques tous les tenants et les aboutissants, hein, qu'il va avoir des meubles propres, neufs, des meubles de qualité, tu vas tout prendre à ta charge, tu vas faire peut-être deux trois rénovations, etc. Histoire qu'ils se mettent bien. Pour procéder ainsi, tu dois faire la procédure de résiliation de bail classique, c'est-à-dire que ton locataire va te faire une résiliation de bail, en gros s'il est sur du nu, 3 mois, etc. Et puis, après, une fois que le bail est caduque, on rebascule sur un bail meublé. On rebascule sur un bail meublé, par contre attention, on ne rachète pas les meubles du locataire, ça c'est mort, mort. Il faut que tu oublies, si jamais tu as un contrôle, sache que tu vas être requalifié automatiquement en loueur nu. Et derrière, tu vas, si tu as bénéficié d'abattement, etc., tu as bénéficié de, de déficit, etc., etc., d'amortissement, et j'en passe, tu vas devoir tout rembourser. Et c'est pas, franchement, c'est pas la meilleure solution. Donc si tu bascules en bail meublé, tu me mets des meubles. Tu poses des meubles. Maintenant, si jamais ton locataire ne veut pas de tes meubles, sache que c'est pas encore foutu pour toi. Il y a quand même encore une autre solution. Maintenant, je te le dis tout de suite, cette solution-là, tu as une chance sur deux que ça passe. Tu as une chance sur deux qu'au niveau fiscal, ça passe. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai pas eu de contrôle derrière ça, mais je l'ai déjà fait. En gros, j'ai voulu basculer en bail meublé, mais mon locataire était résigné à vouloir garder ses vieux meubles. En plus, franchement, c'est les vieux meubles en bois dégueulasses, là. Trop moche, marron, pas du tout d'actualité, etc. Mais voilà, bah, c'est sa décision. Il a voulu garder ses meubles. Bah, ce que j'ai fait, c'est que mes meubles, je les ai laissés à disposition. J'avais un garage en plus et j'ai mis tous ses meubles, enfin tous mes meubles du coup, tous mes meubles, je les ai mis dans le garage. Alors c'est un garage sain, d'accord, propre, hors d'eau, etc., etc. Pas d'humidité, ils sont propres, etc. Mais voilà, les meubles, ils sont à disposition. Demain, le locataire me dit, ok, bah, je veux changer mes meubles, je veux mettre tes meubles. Eh bien, ils sont là, ils sont disponibles. Maintenant, si tu as un contrôle, imaginons que tu as un contrôle. Moi, je fais signer un papier comme quoi que c'est un logement meublé, mais que le locataire a voulu, on a retiré les meubles et a voulu laisser ces meubles. Les meubles sont à disposition, ils sont à proximité du logement. Si demain on doit changer, je sais pas, toute la, toute, toute la, allez, toute la chambre à coucher, eh ben les meubles ils sont là, ils sont disponibles directement. Comme ça, moi j'explique la situation, je dis que mes meubles ils sont là, ils ont juste pas voulu mettre, ils ont juste voulu retirer les meubles et mettre les leurs. Moi les meubles ils sont là, quand tu as des factures, etc., etc. Les meubles ils sont disponibles. C'est pas, mais j'insiste bien sur cette chose-là, c'est que les meubles doivent être là, ils doivent être disponibles. C'est pas tu fais un bail meublé avec des meubles fictifs, entre guillemets, hein, que tu n'as pas. Non, il faut que tes meubles ils soient là, ils soient disponibles pour le locataire. Comme ça, même si jamais ton locataire part, demain, tu es capable de remettre tes meubles à toi. Bon, ça c'est une solution alternative. Maintenant, je te dirais, c'est à tes risques et périls. Vaut mieux quand même mettre ces meubles à disposition dans le logement. Maintenant, si ton locataire ne souhaite pas, garde tes meubles à disposition ailleurs, prêt à et en mesure d'être mis dans le logement. Voilà, ça c'était petit conseil hein, pour le passage du nu en meublé. Après, la solution ultime, c'est que bah voilà, hein, t'attends, tu attends la fin du bail, le locataire part et puis tu meubles l'appart ou la maison. Et puis voilà, là tu risques que dalle, rien du tout. Alors bien sûr, il y a aussi, si jamais ça fait longtemps que tu loues en nu et que t'as bénéficié d'abattements, de déficit, etc., attention,
Il faut faire attention parce que peut-être que derrière, euh, si tu as bénéficié de déficit, tu vas potentiellement, si tu n'attends pas, je crois que c'est 3 ans, si tu n'attends pas assez, tu risques de devoir rembourser tout ce que tu as perçu grâce au déficit. Donc, c'est des calculs à faire, hein. La fiscalité, c'est hyper compliqué en France. Mais voilà, si tu es dans ce cas-là, fais tes calculs avant pour voir si oui ou non, ça serait potentiellement positif pour toi ou négatif. Quelquefois, il faut attendre 1 an ou 2 ans avant de basculer en meublé. Donc ça, c'est tes petits calculs, je ne peux pas les faire pour toi. À toi de voir. Donc voilà, ça c'était la première question les amis. Et puis j'ai eu une question ce matin même, et c'est un collègue, un ancien collègue à moi quand j'étais militaire, qui est également propriétaire bailleur, hein, qui fait du locatif, qui m'a posé cette question et c'est pas la première fois que je la reçois, donc on va en discuter aussi ensemble. Mais c'est le cas du locataire parti du logement sans prévenir. Donc ce matin, en fait, j'ai cet ancien collègue qui m'envoie un message qui me dit, bon, Anthony, j'ai besoin d'un petit conseil, s'il te plaît, parce que j'ai... donc c'est un militaire. Actuellement, il est en mission en Outre-mer pour encore quelques années. Et donc son bien est en France et bah, tu vois, c'est ses parents qui gèrent un peu le bordel. Et puis en fait, ses parents se sont rendus compte que le logement en fait était vide, hein. Le locataire est parti sans prévenir personne, sans donner de préavis, etc., etc. Bon, ça je te dirais, c'est un peu classique. Et puis bon, tu te doutes bien, hein, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le logement, il est éclaté. Bon, ça c'est voilà, hein, ça va avec. Donc le locataire parti à la cloche, comme on dit, et le logement détruit. Puis il m'a demandé, il m'a dit, bon, ok, comment je peux faire? Il y a un impayé d'à peu près 1 000 euros. Et bon, ça fait partie aussi du package, hein. Impayé, locataire détruit et locataire parti sans donner de préavis. Ça fait partie du package du gros cassos. Et malheureusement, ça arrive. Ça arrive, hein, ça, hein, encore une fois, je vous le répète, mais l'immobilier, c'est pas tout beau tout rose, hein. On n'est pas dans le. On n'est pas dans. C'est pas. On n'est pas dans un monde des bisounours. Et ça arrive, malheureusement, ça m'est arrivé aussi. Ça arrivera. Franchement, je mets ma main à couper, mais ça m'arrivera encore dans le futur. Et ça va potentiellement t'arriver. J'espère que je me trompe, hein. C'est vraiment. Je te le souhaite pas, hein, mais voilà, ça fait partie aussi du métier d'investisseur immobilier, hein. C'est tous les aléas comme ça. L'immobilier, c'est pas tout beau tout rose. Et il m'a demandé en gros, bon voilà, Anthony, qu'est-ce que je fais, comment je dois faire, etc. Est-ce que j'ai 1 000 euros Et puis, bah, voilà, moi je lui dis, écoute, franchement, 1 000 euros, ça reste encore acceptable. Ça reste encore acceptable. Je lui ai demandé un peu le type de profil de locataire qui était dedans, et puis il m'a expliqué que c'était un locataire CAF, hein, qui payait, il me semble qu'il devait payer à peu près 80 ou 90 euros de sa poche, et puis le reste était payé par la CAF. Donc concrètement, on est sur un locataire qui n'est pas solvable. Clair et net, pas solvable du tout. Donc moi je lui ai dit, écoute, on est en France, malheureusement, et les propriétaires, on n'est pas protégés. On n'est pas protégés, donc si par-dessus tout, tu veux quand même aller en justice, etc., je lui ai dit, l'issue la plus probable, c'est que bah, toi, tu vas engager des frais plus dans cette procédure, avocat, les frais de justice, etc., etc. Et au final, à 95%, tu ne vas pas récupérer tes loyers impayés. Tes 1 000 euros, tu vas pouvoir t'asseoir dessus. Et en plus de ça, tu vas payer tous tes frais de justice, etc. Pour moi, tu vois, le calcul est vite fait. Je préfère m'asseoir sur les 1 000 euros, retaper le bien directement et puis le relouer ou le revendre, hein. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça, les amis, hein. On est en France, les propriétaires sont pas aidés et vaut mieux s'asseoir sur une perte sèche
dire basta, c'est tout, on oublie. Les 1000 euros, c'était c'était cadeau. Et puis, on passe à autre chose, on change de page, on en réécrit une autre. Et puis, on est un peu plus select dans le type de locataire, etc. Maintenant, comment on fait? Parce que le locataire est parti sans donner de préavis. Et puis, comment je fais pour récupérer le logement? Ça, c'était la deuxième question qu'il m'a posée. Maintenant, je vais vous donner un truc. C'est pas quelque chose de... Comment vous dire? C'est Moi, je vous donne ce petit tips. Je l'ai déjà utilisé. Maintenant, c'est pas légal, c'est pas illégal. Mais voilà, tu fais comment? Parce que là, concrètement, ton locataire est parti, t'as pas de nouvelles, t'as pas de préavis, le locataire ne répond plus, etc. Ce qui fait que pour récupérer effectivement ton logement, tu vas avoir besoin de faire passer un huissier qui va te coûter de l'argent. Et l'huissier, il va être là pour te dire, ok, bah, oui, effectivement, le logement est vide, donc tu vas pouvoir récupérer ton logement après telle date, etc., etc. Moi, le petit tips que je peux vous donner, c'est vous faites un préavis adressé à vous-même. Alors bien sûr, il faut que le locataire soit effectivement parti depuis longtemps. Il ne faut pas qu'il soit parti en vacances et quand il revienne, le logement, tu as changé les serrures et compagnie. Parce que là, on est sur de la violation de domicile, tu es dans la merde totale. Même là, le petit conseil que je te dis, après, c'est tu fais comme tu veux. Hein, tu le fais, tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas, mais la solution, c'est de te faire un préavis au nom du locataire, tu te l'envoies et puis au moins tu attends encore un mois ou deux et puis tu récupères effectivement ton logement. C'est un petit conseil comme ça. Après, c'est à toi de. Soit tu fais passer un huissier qui va te coûter de l'argent, soit à un moment. euh, Tu vois, moi, je suis pas. Tu vois, à un moment, on n'est pas aidé en France. Les propriétaires, on a l'impression qu'on est les vaches à lait de tout le monde. Hein, les locataires nous chient dessus, l'État nous chie dessus. Et puis, tu dois dire amen. À un moment, fuck, il faut passer aussi. Faut arrêter d'être con et vous faites ce que vous voulez, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous voulez passer par la voie légale, passez par la voie légale. Mais dans ce cas-là, on va partir pour quelques mois, quelques très longs mois même, pour récupérer effectivement le logement. Ou si tu veux faire la chose de manière légale, eh ben dans ce cas-là, tu fais une procédure, hein, une procédure classique pour récupérer ton logement. Ça va te coûter énormément d'argent, etc., etc. Et puis après, hein, si tu veux faire la voie légale, tu vas sur internet, hein, ou même, je vous ai conseillé un livre, le guide du survie du bailleur de Quentin Vautret. C'est un très bon livre. Dedans, il vous explique étape par étape, comment vous faites pour procéder à la récupération de votre bien. Donc n'hésitez pas, le livre il s'appelle le guide de survie du bailleur de Quentin Vautret et Charlotte Ponce, il me semble. N'hésitez pas, hein, c'est un livre, en plus il a été update, il y a la version 2021 qui vient de sortir, donc n'hésitez pas. Donc ça les amis, voilà, c'était les petites questions de la semaine. On va passer au sujet du jour, mais avant ça, la petite promo du podcast, ça fait longtemps. Les amis, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien. N'hésitez pas, faites connaître le podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast, lâchez-moi 5 étoiles. 5 étoiles et une petite review, ça vous prend une minute. Je vous promets, une minute, top chrono. Une minute, vous lâchez une petite review, un 5 étoiles. Et moi, ça m'encourage à continuer à faire du podcast. Ça m'encourage aussi à faire des contenus de qualité. Ça fait grossir la communauté. J'ai de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Et tout ça, ça me flatte l'ego. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Ça me permet de faire connaître le podcast, hein, parce que vous le savez, hein, j'arrête pas de vous le répéter, mais pour que le podcast soit connu, j'ai aucune action dessus. C'est uniquement vous, les auditeurs, qui peuvent faire connaître ce podcast. Moi, à part en parler autour de moi, à part en parler sur les réseaux sociaux, je suis pas, c'est pas la manière la plus efficace. Maintenant, j'ai des personnes qui font des posts sur Instagram
pour faire la promotion du podcast. Je vous remercie. Et si vous pouvez faire de même, parlez-en autour de vous. Si vous avez des gens qui sont intéressés par l'investissement immobilier et par tout ce qui tourne autour de l'investissement, n'hésitez pas, faites connaître ce podcast. Également sur YouTube. Sur YouTube, un petit pouce bleu, un petit commentaire et puis n'hésitez pas, pareil, faites connaître la chaîne. Mon Instagram, c'est Anthony-THRD. Vous pouvez m'envoyer des messages, m'envoyer des questions, etc. Je me fais un plaisir d'y répondre. Et pareil, sur YouTube, n'hésitez pas, petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, voilà les amis, c'était le petit instant promo. On passe tout de suite au sujet du jour. Le sujet du jour, j'ai décidé de vous parler des différents types de cautionnement bancaire. Parce que moi, je suis en plein dedans. Actuellement, je suis quasiment tout le temps passé par des cautions, des sociétés de cautionnement. Mais là, actuellement, je dois passer par des hypothèques, etc. Et puis, je me suis dit, voilà, les gens, c'est un peu flou dans la tête des gens. Donc, j'ai décidé de vous faire un épisode consacré au type de cautionnement. Et on va commencer tout de suite par le plus connu, c'est la société de cautionnement. Alors en gros, quand vous faites un prêt immobilier, un prêt bancaire pour acheter de l'immobilier, le plus commun, c'est les sociétés de cautionnement. En gros, la société de cautionnement, c'est quoi? C'est une garantie de prêt immobilier en mode caution bancaire. Concrètement, en gros, c'est un organisme tierce, d'accord, qui se substitue à l'établissement, à la banque, et c'est elle, en gros, elle se substitue de manière à supporter les risques de non-paiement par l'emprunteur. La société de cautionnement, en gros, elle se porte garante pour la banque et non pour le souscripteur. Donc pas pour toi. En gros, il y a quand même des avantages pour les deux parties. En échange de cette garantie, toi, l'emprunteur, tu vas verser une contribution à un fonds mutuel de garantie qui dépend en gros du montant de ton prêt. Grossièrement, je t'explique. En gros, imagine-toi que c'est une grosse société, d'accord? Et puis, tout le monde qui va passer par ce type de cautionnement va mettre un peu d'argent dans ce fonds, dans cette société. Et puis, tout l'argent amassé, il va être là pour garantir les prêts. Si jamais, toi, demain, tu ne payes plus, eh ben, cette société de cautionnement, elle va venir ponctionner dans ce fonds pour payer la banque. Derrière, je te dis tout de suite, c'est pas gratuit. Hein, c'est pas je ne paye plus et j'ai un bien immobilier gratuit. Non. Derrière, ce fonds, en fait, il va se retourner contre toi et puis tu vas payer. Il faut savoir que les banques, franchement, dans une très large majorité, j'ai pas envie de te dire un pourcentage que je ne connais pas, mais dans une très grosse majorité, elles kiffent, elles adorent utiliser ça, les sociétés de cautionnement. Parce que pour elles, il y a zéro risque. La banque, elle va te faire ce prêt, elle va te dire ok. Moi, ok, on va partir sur un chiffre rond, 100 000. Tu vas acheter une maison à 100 000 euros et puis la banque va te dire ok, moi, en fonction de ton dossier, je peux te prêter les 100 000. Maintenant, attends, je vais quand même voir mon partenaire, la société de cautionnement, pour voir si eux, ils sont ok pour te suivre sur ce projet. Ils envoient ton dossier dans cette société et puis la société, elle donne son aval, elle donne son accord ou son désaccord. En fonction d'eux, si tu as l'accord de la société de cautionnement, jackpot. La banque te suit, la société de cautionnement te suit, tu as ton prêt. Si la société de cautionnement refuse, eh ben, là, tu as deux choix. Soit la banque va te dire « Ah, non, bah, c'est mort monsieur, désolé, moi la société de cautionnement ne suit pas, donc je ne vous suis pas. » Et donc là, ton projet, il tombe à l'eau. Soit tu as une bonne relation avec ta banque, et puis ta banque te dit, bon, bah, la société de cautionnement ne vous suit pas, mais par contre, allez, moi je peux vous suivre avec une hypothèque. Et donc, transition toute trouvée pour vous parler de l'hypothèque. L'hypothèque, c'est un système conventionnel de la garantie de prêt,
Hein, l'hypothèque, en gros, elle adosse le bon paiement de la dette à un bien immobilier sans en déposséder le propriétaire. Pour faire simple, hein, c'est des mots techniques, mais pour faire simple, l'hypothèque, c'est tu achètes un bien, la banque hypothèque ce bien, tu es toujours propriétaire de ton bien, d'accord? Alors, sur le papier, hein, effectivement, parce que tant que tu n'as pas remboursé la banque, tu n'es toujours pas propriétaire, mais on va faire comme si tu es toujours propriétaire de ton bien, mais si jamais tu ne viens à ne plus payer la banque peut saisir ton bien et le revendre. En gros, dans ce cas-là, si tu cesses de payer tes mensualités, l'hypothèque, elle donne l'opportunité à la banque, qui est ton créancier, de saisir ton bien en question et puis de le vendre en justice pour récupérer toute ou une partie de sa mise en vente. Alors, il faut savoir que l'hypothèque, c'est un peu dangereux pour la banque. Je vais te prendre un peu la crise de 2008, la crise des subprimes. En gros, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de banques avaient des hypothèques sur des biens, et puis on s'est retrouvé avec cette crise qui est arrivée, et toutes ces banques-là ont commencé à mettre en vente des biens. Sauf que une maison qui était achetée 100 000, elle était mise en vente, elle était vendue pour moins de sa valeur. C'est-à-dire que la banque derrière, elle perdait de l'argent. À chaque hypothèque qu'elle avait, elle perdait de l'argent. Donc c'est pour ça que les banques, elles ne sont pas hyper enclins à prêter en hypothèque, parce qu'elles ne sont pas garanties à 100% de récupérer le montant qu'elles t'ont prêté. Tu as acheté 100 000, imaginons, tu achètes 100 000, demain tu ne payes plus, la banque met en vente ta maison, et puis elle arrive seulement à en tirer 70, 80. Il y a un delta de 20 000 balles quand même. Et la banque, elle s'assoit dessus. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'elles ne sont pas hyper enclins à faire de l'hypothèque. Après, il faut savoir que l'hypothèque, en gros, c'est toi hein, qui acceptes de faire une hypothèque. Il y a quand même des démarches derrière ça. C'est-à-dire que société de cautionnement, c'est hyper simple. Hein. Un papier, tu signes, basta, tu n'as rien à faire. Hypothèque, derrière, tu dois aller devant le notaire, tu dois inscrire ton hypothèque au bureau des conservations des hypothèques, anciennement appelé comme ça, hein, maintenant on les appelle les services de publicité foncière, et donc c'est des démarches, etc. Et puis c'est des coûts. Pour les coûts, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis voilà, donc ça c'est l'hypothèque. Maintenant l'hypothèque c'est sur un montant, ça peut être même un montant plus que qu'est la valeur du bien. En gros, si tu veux faire une hypothèque sur 120 000, tu peux. Mais uniquement l'hypothèque. Il faut savoir que après l'hypothèque, il y a aussi l'IPPD. L'IPPD, franchement, c'est une garantie de prêt immobilier qui fonctionne grossièrement à peu de choses près comme l'hypothèque. L'IPPD, les abréviations de inscription en privilège de prêteur de deniers, c'est classe. Non, l'IPPD, en gros, ça autorise la banque à saisir le bien, et c'est pareil, hein, c'est la même chose que l'hypothèque, et à le vendre en justice en cas de non-remboursement du crédit. Tout comme l'hypothèque, elle est validée par un acte notarié et fait l'objet d'une inscription au fichier des hypothèques. Par contre, il y a une différence majeure avec l'hypothèque, c'est que l'IPPD a toutefois l'avantage de requérir à des frais de garantie moins élevés qu'une hypothèque conventionnelle, parce que tu n'as pas de taxe de publicité foncière. Par contre, il faut savoir que cette garantie, elle ne peut être prise que sur des biens existants. En gros, si tu veux faire un IPPD sur une construction, c'est mort. C'est pas possible. Et également, il faut savoir que cette IPPD, elle ne peut pas être prise, donc, comme je vous disais, sur tout ce qui est en bien VEFA, sur des constructions, sur des travaux et sur un bien que vous possédez déjà. En gros, pour prendre une IPPD, il faut que ce soit un bien ancien que tu souhaites acheter ou un terrain que tu souhaites acheter. Tu peux pas... imaginons que tu achètes un bien ancien, d'accord? Tu veux... Allez, on va partir sur un chiffre rond, 100 000. Et puis derrière, toi, tu as 50 000 euros de travaux.
sache que ton IPPD, elle ne peut pas être prise sur 150 000, mais uniquement sur 100 000. C'est-à-dire que derrière, IPPD à 100 000, et c'est pour ça que souvent, l'IPPD et l'hypothèque, ils sont corrélés un peu, on va dire. C'est-à-dire que tu peux faire une partie hypothèque et une partie IPPD. C'est tout à fait possible. Par contre, l'hypothèque peut être prise sur un montant prédéfini en amont avec la banque. Par contre, l'IPPD, non. C'est montant de l'acquisition, basta. Tu as des travaux, bah derrière, ça serait une hypothèque où tu fais un prêt, je sais pas, hein, avec un garant, etc., etc. Mais voilà, ça c'est l'IPPD. Il nous reste encore quelques types de garanties bancaires. Je l'ai mis un peu à part, ça fait partie aussi comment dire, de la caution, de la société de cautionnement, mais en tant que fonctionnaire, sache que tu as aussi une caution fonctionnaire. La caution fonctionnaire, en gros, c'est comme son nom l'indique, une caution qui est proposée uniquement aux employés de la fonction publique, ainsi qu'à certaines professions particulières. Et dans certains cas, en fait, elle te permet d'être exonéré de tous les frais de garantie de prêt immobilier. Et ça, c'est pas mal. Je pense comme ça, mais il y a la CASDEN. La CASDEN, par exemple, c'est une caution qui est uniquement accessible au profil fonctionnaire. Donc voilà, ça c'était les trois types. Hein. On va garder en gros les sociétés de cautionnement, l'hypothèque et l'IPPD. Ce sont les trois types possibles de cautionnement bancaire, de garantie bancaire. Je vais vous mettre dans les commentaires, les amis, je vais vous mettre tous les organismes de caution en fonction de chaque banque. Parce que, pour revenir un peu sur les sociétés de cautionnement, il faut savoir que toutes les banques ne fonctionnent pas avec les mêmes sociétés de fonctionnement. Je vous donne les deux plus grosses sociétés de cautionnement qui sont majoritairement utilisées par les banques. On a le Crédit Logement, qui est le leader du secteur. Hein, il est presque accepté par toutes les banques. Et puis le deuxième, c'est la SACEF. La SACEF qui est majoritairement utilisée par la caisse d'épargne, etc., etc. Mais voilà, vous en avez quand même quelques-unes, vous en avez quand même plusieurs. Hein. Il y a Crédit Logement, SACEF, la CAMCA, CMH, Bred Habitat, etc., etc. Bref, il y en a quand même un paquet, mais les principales, voilà, c'est la SACEF et le Crédit Logement. Alors, maintenant, combien ça coûte? Parce que en fonction du montant emprunté, il faut savoir que les sommes en jeu ne sont pas négligeables en fonction du type de garantie. Je vais vous prendre un exemple pour un achat de 150 000 euros. Il faut savoir que pour des frais d'hypothèque, on est aux alentours de 2500 euros. Pour des frais de IPPD, on est sur 1000 euros. Et là, c'est le meilleur, c'est le jackpot, hein, mais pour les cautions, pour les sociétés de cautionnement, on est à peu près à 2000 euros. Par contre, il faut savoir que ce qui est plutôt cool avec les sociétés de cautionnement, c'est que si il n'y a eu aucun problème pendant ton remboursement de prêt, etc., etc., il faut savoir qu'il y a une part de cette somme qui peut être remboursée à la fin, qui peut être remboursée par l'organisme de cautionnement. C'est-à-dire que si tout s'est bien passé, ils n'ont pas eu de problème avec toi, aucun problème de paiement, etc., etc., tu as été un tip-top client, et bien dans ce cas-là, il y a une partie de cette somme, des 2000 euros, qui va être remboursée quand tu auras fini ton prêt. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a quand même des inconvénients avec tout ça. C'est que généralement, pour tout ce qui est hypothèque et IPPD, je vous l'ai dit, mais les banques préfèrent la caution. Parce qu'il n'y a aucun risque pour elles sont sûres et certaines d'être payées, etc. Et malheureusement, tu vois, surtout en ce moment, les cautions, les sociétés de cautionnement, ça s'est un peu durci. Si tu dépasses les 33, etc., elles sont un peu plus frileuses, etc. Et l'organisme de cautionnement, il est un peu plus frileux, tu vois, il est pointilleux. Et si on te refuse ton cautionnement, il
faut savoir que la banque, elle va être moins enclin de prêter. C'est-à-dire que elle se dit, bon, bah, pour la société de cautionnement, il y a quand même un risque, donc est-ce que moi je le suis en hypothèque? Est-ce que compliqué. Donc, majoritairement, les banques préfèrent les sociétés de cautionnement. Si les sociétés de cautionnement te mettent un stop, ça peut être compliqué derrière pour toi de décrocher un prêt. Je dis pas que c'est impossible, hein, pas du tout. Tu peux avoir une hypothèque acceptée par la banque en ayant eu un refus de la caution. Mais voilà, je te dis que c'est quand même plus compliqué de décrocher un prêt hypothécaire plutôt qu'un prêt avec cautionnement, avec société de cautionnement. Donc voilà les amis. Ça c'était les trois plus gros types de garanties bancaires. Le jackpot c'est les sociétés de cautionnement. Tu peux faire beaucoup. Tu peux avoir un très beau parcours juste avec les sociétés de cautionnement. Et puis après, hein, quand tu auras des biens payés, tu pourras mettre ton bien en hypothèque, etc. Donc après, rien ne t'arrêtera. Donc voilà les amis, ça c'était le sujet du podcast. J'espère que le sujet vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et n'hésitez pas à faire connaître ce podcast. Je compte sur vous les amis. N'hésitez pas, ça vous prend 1 minute à tout casser. 1 minute, un 5 étoiles sur Apple Podcast. On en parle autour de soi. Et voilà, ça sera déjà pas mal. Bon, les amis, je vous souhaite, comme d'habitude, plein de bonnes choses. Passez une agréable semaine. Programmez des visites. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.